en général, simplement pour le déroulé et pour les questions, vous pouvez poster des questions dans le fil, mais comme on n'a qu'1 heure, on va faire le déroulé de la conférence en 1 heure et on traitera les questions dans un second temps pendant la demi-heure qui suit. Voilà. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Attendez. Hop. Vous voyez les petits pingouins? Ça arrive Oui, normalement. nous voyons bon les petits pingouins. OK, très bien. Donc, on fait partie des Shifters, une association de bénévoles dont le but est de venir en soutien du Shift Project, qui est un think tank qui propose des solutions concrètes pour décarboner la société et lutter contre le changement climatique. On est très ouverts, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. On va vous parler du changement climatique et de ses conséquences sur le monde de l'entreprise. Et c'est un sujet assez vaste. Donc, on va passer aux choses sérieuses et parler de l'entreprise. Donc, l'entreprise, c'est une entité qui évolue dans tout un panel, tout un environnement d'acteurs et qui a avec ces acteurs des relations assez diverses, assez complexes. Et au sein de cet environnement, l'entreprise, elle essaie de maximiser son intérêt. Pour ce faire, elle a 2 possibilités. Soit elle va tenter d'influencer au maximum son environnement à son avantage, soit s'adapter à son environnement. Son environnement, ce sont les autorités publiques, les investisseurs, les territoires, les consommateurs, etc. C'est vraiment une entité en mouvement. Alors nous, dans cette conférence, le but, c'est vraiment pas d'adopter une posture morale, c'est d'avoir plutôt une approche systémique pour, d'une part, vous parler des conséquences du changement climatique sur les entreprises et ses salariés, c'est-à-dire vous, enfin les salariés à venir, et surtout d'essayer de vous donner des clés de compréhension des changements que doivent faire l'ensemble des acteurs dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Et vous l'aurez compris, depuis peu, donc, les entreprises ont vu, le panel des acteurs a vu un nouvel acteur venir interférer sur leurs relations. Il s'agit du changement climatique. Donc, pour revenir sur cette notion, on va commencer par parler de ce que c'est que l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, c'est un peu le cœur du problème. Ça vient du rayonnement du soleil, dont une partie va être réfléchie à la surface de la Terre, va être réfléchie par la couche d'ozone, et une autre partie va venir à l'intérieur de cette couche d'ozone et va être absorbée par la Terre, elle va réchauffer la Terre. En chauffant, la Terre va émettre des infrarouges. Or, il y a dans l'atmosphère des gaz qui ont la propriété d'absorber ces infrarouges, que l'on appelle des gaz à effet de serre. On va s'intéresser à 3 d'entre eux, le CO2, le dioxyde de carbone, le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O. Donc, ce phénomène, c'est un phénomène naturel. S'il n'y avait pas ce phénomène à la surface de la Terre, il ferait il ferait moins 17 degrés en moyenne. Or, on a 15 degrés en moyenne. Donc, c'est un phénomène qui est positif, qui est propice à la vie sur Terre. Mais si c'est un phénomène naturel, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a développé tout un tas d'activités qui, depuis 200 ans, ont considérablement augmenté les quantités de gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère. Il s'agit de l'industrie pour la production de tout ce qu'on utilise au quotidien, des transports qui utilisent énormément de pétrole, que ce soit la voiture ou l'avion, la production d'électricité, ou encore avec des centrales à gaz ou au fioul, hein, ou encore la construction de bâtiments, les bâtiments qui utilisent du chauffage, voilà, du chauffage central, et qui sont très émetteurs de CO2. Donc, pour vous parler des ordres de grandeur, on va vous dire quelles sont les émissions moyennes d'un Européen en 2017. En Européen, en 2017, il rejette 2,3 tonnes d'équivalent carbone par an, juste pour la production d'électricité.
Il va rejeter 1,6 tonnes d'équivalent carbone pour l'industrie, pour la production de tous ces biens dont on parlait, plus 1,8 tonnes d'équivalent carbone pour les transports, notamment par la voiture et l'avion, 1,1 pour les bâtiments, mais aussi 1 tonne pour l'agriculture, avec le méthane qui est rejeté par les ruminants et le protoxyde d'azote par les engrais, et un peu moins d'1 tonne pour les autres, dont une petite part, 200 kg d'équivalent carbone pour les déchets, et une bonne partie qui est liée à la construction des bâtiments. Alors, il faut savoir que d'après le GIEC, la Terre, vu le nombre d'humains sur Terre, elle est capable d'absorber, les gaz à effet de serre sont capables d'absorber environ 2 tonnes d'équivalent carbone, entre 1,5 et 2 tonnes d'équivalent carbone par an. Or, pour vous donner un ordre de grandeur, il s'agit de la petite flèche bleue que vous voyez tout en bas. C'est à mettre en comparaison aux là, on a 8,7 tonnes d'équivalent carbone par Européen par an, et si on prend l'empreinte carbone, c'est encore plus important que ce que vous voyez là, on monte à 9,5 tonnes. Or, il faut savoir qu'en français, on est même à entre 11 et 12 tonnes d'équivalent carbone par an. Donc, en fait, pour que la Terre puisse absorber les gaz à effet de serre de façon naturelle, il faudrait réduire, pour un Français, par 5 le niveau des gaz que l'on émet, des gaz à effet de serre que l'on émet par an. Voilà. Donc, qui dit de plus en plus d'émissions de gaz dans la Terre, dit que la température augmente et il fait de plus en plus chaud à la surface de la Terre. Donc, David va vous parler de l'histoire de toute cette accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, on va essayer de faire une transition un peu smooth. Je ne sais pas si c'est smooth. Hop, magnifique. Donc, pour estimer les émissions de gaz à effet de serre futures, une bonne solution, c'est d'abord de se baser sur ce qui a déjà été émis par le passé. Ici, ce qu'on vous présente, ce sont les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, donc d'origine humaine, depuis environ 1850, ce qui correspond à la révolution industrielle, donc globalement à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre par l'homme. La première chose qu'on voit, qui est frappant, c'est que tous les ans, on émet plus de CO2 que les années précédentes. Ici, ce sont bien les émissions annuelles, donc tous les ans, on émet plus de CO2 dans l'atmosphère. La raison, elle est relativement simple, hein. C'est principalement nos modes de vie, et d'autant plus nos modes de vie occidentaux, qui sont basés sur une société de consommation et des usages qui sont relativement émissifs en CO2, qui font qu'on va polluer et émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce que vous voyez, par exemple, aux alentours de 1950, on a une légère accélération dans les émissions de gaz à effet de serre émises tous les ans, et ça correspond à la démocratisation de la voiture individuelle, qui est un des éléments qui est relativement émissif en termes de gaz à effet de serre. D'autre part, une grande partie des pays du monde tendent aujourd'hui vers nos modes de consommation qui sont justement tournés vers des usages assez émissifs. Si bien qu'en 2000, vous voyez une nouvelle augmentation de la pente, un nouvel accroissement de la pente, et ça correspond globalement au développement industriel et économique de la Chine, pour son marché intérieur, bien sûr, mais également parce que la Chine, aujourd'hui, c'est une des principales usines du monde et ils exportent énormément, notamment dans les pays européens. Enfin, un dernier aspect qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a un grand nombre de pays, notamment non occidentaux, qui ont ce qu'on appelle un important potentiel de rattrapage. Potentiel de rattrapage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme l'a dit Clara tout à l'heure, si on regarde l'ensemble de l'humanité, par habitant, on émet environ 6,5 tonnes de CO2 par habitant et par an, environ en moyenne. Cela dit, si on regarde au niveau européen, on est plutôt aux alentours de 10 tonnes de CO2 par habitant et par an. Et si on regarde la France en incluant les importations, on est plutôt entre 11 et 12. Ça veut dire que sans mesure de ces différents pays, sans mesure potentiellement mondiale d'ailleurs, au niveau de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, ces pays pourraient rattraper nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas du tout souhaitable, bien sûr, et pourraient accroître, disons,
disons, la dégradation du changement climatique. Alors, ça, c'est pour un petit peu pour les émissions passées et le constat. Donc, si on regarde tout ça, si on regarde ces émissions passées, si on regarde la trajectoire actuelle, si on regarde le potentiel de rattrapage de différents pays, mais également les prévisions économiques et politiques qu'on va avoir au niveau mondial, on peut établir un certain nombre de scénarios. C'est ce que fait le GIEC. Et à partir de ces scénarios, on en a un qui s'appelle le scénario business as usual, qui est globalement de dire le climat, c'est vraiment trop compliqué, l'économie, c'est super important, et puis de toute façon, prendre des mesures, ça va être trop dur. Et globalement, avec ce scénario business as usual, si on continue tout ce qu'on fait actuellement, et on arriverait sur des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2100, qui seraient 2 à 3 fois plus importantes que ce qu'on a déjà émis jusqu'à aujourd'hui. Ça nous amènerait sur une augmentation des températures moyennes de 4 à plus 6 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Alors, heureusement, il y a quand même une prise de conscience mondiale et notamment en 2015, l'ensemble des pays, ou du moins une grande partie des pays du monde, se sont mis autour de la table à Paris le 12 décembre 2015 et se sont dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et ça a donné la COP 21 et l'accord de Paris. Alors, je ne sais pas si vous connaissez comment dire, le contenu exact de l'accord de Paris. Je vais vous le donner. Les États signataires se sont engagés à, donc là je cite, contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés d'ici 2100. Alors la première chose qu'on peut se demander, c'est, OK, on veut rester sous les 2 degrés. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La synthèse des connaissances du GIEC nous dit que nous avons déjà émis environ 2400 milliards de tonnes de CO2 depuis 1850. Le GIEC nous dit également, avec ces données, que nous pensons pouvoir, il pense que nous pouvons maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,4 degré avec ces émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, c'est si on arrête tout aujourd'hui. Alors, il y a une certaine inertie au niveau du carbone, on ne va pas arrêter tout aujourd'hui, ça va être assez compliqué. Donc on peut se demander un petit peu, combien on a, quel budget on a, pour atteindre les 2 degrés. Déjà, on se rend bien compte qu'entre 1,4 degré disons qu'on a une grande chance d'atteindre aujourd'hui, et les 2 degrés, il y a un écart qui est relativement faible. Cet écart, en termes d'émissions de carbone, il correspond environ à 800 milliards de tonnes de CO2. Donc ça, c'est le budget carbone, l'ensemble du carbone que l'on peut encore émettre dans l'atmosphère d'ici 2100, si on veut rester sous les 2 degrés. Comme vous le voyez, c'est pas forcément très important par rapport à ce qu'on a déjà émis. La première chose qu'on peut se demander, c'est ces 800 milliards de tonnes, c'est un budget. En combien de temps on va le dépenser si on maintenait les émissions, actuelles? Aujourd'hui, on émet entre 40 et 50, milliards de tonnes de CO2 par an. Donc, en gros, on consommerait ce budget carbone en environ 19 à 20 ans. 19 à 20 ans, c'est extrêmement court. Ça veut dire que vous, dans la salle, vous serez très certainement encore là. Du moins, je le souhaite. Ça veut surtout dire que les générations actuelles sont collectivement responsables, ou au moins sont les générations qui peuvent et qui doivent changer les choses. C'est nous qui, collectivement, devons prendre en charge le réchauffement climatique. Alors, un petit warning à ce niveau-là. Le climat, c'est un domaine qui est extrêmement complexe. C'est systémique, c'est l'ensemble de la planète qu'on essaye de modéliser. C'est quelque chose qui n'est pas très facile. Ça fait l'objet de beaucoup de travaux, y compris aujourd'hui. Donc les chiffres que je vous donne, ils peuvent évoluer, ils vont certainement évoluer à la marge. Mais dans tous les cas, ici, nous, on choisit de prendre des chiffres prudents. Les chiffres prudents, ça veut dire que si vous regardez les synthèses du GIEC, vous allez avoir des barres d'erreur qui vont apparaître, et nous, on prend ce qui nous permet de rester, disons, de garantir le fait qu'on va rester sous les 2 degrés. Donc, si on émet 800 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, on a de très, très bonnes chances de rester sous les 2 degrés. Quels que soient les chiffres que vous prenez, quelle que soit la barre d'erreur que vous prenez, en gros, on a environ 20 à 40 ans maximum à émissions constantes de carbone devant nous, enfin, au niveau du budget carbone. Donc dans tous les cas, c'est très court. Dans tous les cas, c'est notre génération ou nos générations qui vont devoir prendre ça en compte. Et une des raisons pour lesquelles nous,
au shift et avec les shifters, ont choisi de prendre un budget, disons, conservateur, c'est parce que les conséquences du réchauffement climatique sont vraiment catastrophiques. Et donc là, je vais prendre un petit exemple de ce qui se passe, de ce qui se passerait si on avait un réchauffement climatique de +4 à +6 degrés. Alors, +4 à +6 degrés, ça peut paraître pas forcément énorme. À Rennes ou à Angers ou à Paris, on a des variations entre l'été et l'hiver qui peuvent aller de +40 voire +50 degrés, plus ou moins 50 degrés, entre l'été et l'hiver. Donc vraiment, +4 à +5 degrés, bon, ça paraît pas gigantesque. Alors, ce qu'il faut bien faire, là où il faut bien faire la distinction, c'est que ici on parle de climat et pas de météo. La météo, c'est les fluctuations d'un jour sur l'autre. Le climat, c'est vraiment ce qu'on va avoir au niveau global, au niveau de la Terre entière. Et une augmentation de +4 à +6 degrés des températures moyennes de la Terre, ça a un impact gigantesque. Alors, c'est un peu compliqué à se représenter. Et donc, pour ça, on va faire, on a de la chance parce qu'il y a moins 20 000 ans, on avait une température à la surface de la Terre qui était de -4 à -6 degrés. Et voilà à quoi ressemblait la Terre il y a moins 20 000 ans. On était en pleine ère glaciaire. On avait -4 à -6 degrés. Donc, c'est à peu près ce qu'on projette en élévation avec le réchauffement climatique. Et on avait l'équivalent d'un glacier qui allait jusqu'à plusieurs kilomètres de haut, qui était toute la zone violette là, qui descendait jusqu'au nord de l'Europe, en gros, au sud de l'Angleterre. La barre rouge que vous voyez, ça correspond globalement aux zones qui étaient gelées l'intégralité de l'année. Et ce que vous voyez en jaune, ça correspond à des climats à peu près de steppe toundra, donc c'est ce que vous avez aujourd'hui en Sibérie. Tout ça pour vous dire que globalement, -4 à -6 degrés, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un climat qui est différent, c'est un monde qui est différent. Se dire que le climat océanique qu'on connaît n'aura plus rien à voir et que bah, le monde dans lequel on vit sera radicalement différent. Donc là, on va refaire un pas dans l'autre sens et maintenant on va essayer de voir qu'est-ce que ça ferait un climat à +4 à +6 degrés ou au moins qu'est-ce que ça impliquerait un réchauffement climatique. Comme je vous l'ai dit, le changement climatique, c'est un phénomène qui est complexe, qui est en perpétuelle évolution, mais il y a déjà un certain nombre de synthèses, de consensus et le GIEC, fait état d'un certain nombre de ces consensus et notamment ce qu'il dit, c'est que si on augmente la température, on va augmenter en fréquence, en intensité et en durée l'ensemble des phénomènes suivants. Donc l'ensemble des phénomènes qu'on appelle extrêmes, donc par exemple canicule, montée des eaux, tempête, maladie. Et ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, à +1 degré, ce qui est les températures auxquelles on est aujourd'hui, eh ben, on a déjà une augmentation de ces phénomènes. On peut citer les incendies catastrophiques qui ont ravagé l'Australie l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ça, mais globalement, l'Australie a brûlé pendant quasiment un mois. On peut parler des inondations qui ont eu lieu dans l'arrière-pays niçois. Enfin voilà, on voit déjà aujourd'hui, si vous regardez les publications, une accentuation, une augmentation de l'intensité, de la fréquence et de la durée de ces événements. Donc, on imagine bien qu'à +6 degrés, on aurait un climat qui serait relativement hostile et on aurait des événements extrêmes qui seraient relativement hostiles. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est celui-là. C'est le fait que nous sommes aujourd'hui, je pense que c'est un consensus là-dessus aussi, on est des mammifères. Les mammifères ont besoin de réguler leur température et on régule notre température par le phénomène de transpiration. Or, vous avez étudié le diagramme de l'eau si vous êtes des ingénieurs, dans le diagramme de l'eau, on nous dit que pour un certain couple température-humidité, vous pouvez avoir une température qui est très importante, mais une humidité qui fait que votre eau ne peut plus s'évaporer. Donc globalement, ce que ça veut dire, c'est que dans certaines conditions de température et d'humidité, vous ne pouvez pas réguler votre température. S'il fait plus de 38 degrés et plus de 100% d'humidité, vous n'êtes pas capable de réguler votre température. Ça veut dire que globalement, en un certain nombre de jours, vous allez mourir. Ici, cette carte est issue d'une étude de l'université de Hawaï qui a été publiée dans Nature. Donc Nature, c'est un des plus grands journaux scientifiques avec Science. Elle a été publiée en 2017 et elle montre le nombre de jours par an où les couples de température et d'humidité seront impropres à la vie humaine. Plus généralement, ce qu'on peut dire, pour répondre un peu à la question du départ, qu'est-ce que c'est un monde à +4 ou +6 degrés? Eh bien, le GIEC a, alors non, pardon, c'est pas le GIEC, c'est toujours la publication dans Nature. La publication dans Nature disait que les 3/4 de l'humanité vivraient dans des zones qui vivent
aujourd'hui dans des zones qui seraient impropres à la vie humaine au moins 20 jours par an. Et de manière un peu plus globale, ce que ça veut dire, si on prend tout ça, si on prend, les phénomènes agricoles, voilà, l'ONU estime à peu près à 2,5 milliards de personnes, qui devraient migrer parce qu'elles vivent dans des zones qui seraient défavorables à la vie. 2,5 milliards, ça fait un tiers de l'humanité qui devrait se déplacer d'ici 2100. C'est gigantesque. Alors heureusement, plus 6 degrés, on n'y est pas. Et l'objectif, notamment de cette conférence ou de ce que font les gens au niveau du climat aujourd'hui, c'est de tout faire pour ne pas y arriver. Par contre, il ne faut pas non plus nier le fait qu'aujourd'hui, on est sur une hausse des températures. Donc le monde va changer, le monde est déjà en train de changer. Avant de passer la main à Clara, je vais mentionner un dernier effet qui est ce qu'on appelle l'effet de seuil. Alors, je pense qu'en tant qu'ingénieur, vous avez étudié pas mal de systèmes qu'on appelle des systèmes qui sont linéaires, donc qui réagissent de manière linéaire aux paramètres d'entrée. Cela dit, en réalité, dans la nature, on a beaucoup de phénomènes qui sont non linéaires, c'est-à-dire qu'ils vont réagir de manière non linéaire à leurs paramètres d'entrée. Et une caractéristique des systèmes non linéaires, c'est qu'ils peuvent avoir un effet de seuil. Un effet de seuil, c'est typiquement ce que vous voyez ici. C'est au début, on a une réponse qui n'est pas trop importante à une perturbation, et à un moment, vous avez un effet de seuil, un saut du système, de l'état du système. Pour vous donner un exemple, par exemple, un élastique, au début, a un comportement linéaire, mais à la fin, un comportement non linéaire. Si vous tirez très fort sur l'élastique, au bout d'un moment, il casse. Les pop-corns, c'est un comportement non linéaire. Au début, vous chauffez votre maïs dans une casserole, il ne se passe rien, et pouf, à un moment, ça explose et ça fait du pop-corn. Bon, bah voilà. Au niveau du climat, le permafrost peut avoir un effet non linéaire. C'est-à-dire que vous chauffez le permafrost, il va libérer du méthane, il va fondre, il va libérer du méthane. Ce méthane va réchauffer l'atmosphère, va faire fondre le permafrost qui va libérer du méthane et vous pouvez vous retrouver avec un effet de seuil. Or, aujourd'hui, on a atteint les 1 degré d'élévation par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est dans l'histoire de l'humanité, puisque l'humanité n'est pas si vieille que ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que beaucoup de systèmes sont aujourd'hui à la limite de leur capacité d'adaptation, notamment un grand nombre d'écosystèmes. Un chêne, quand vous augmentez la température, au bout d'un moment, enfin au début il va s'adapter, au bout d'un moment il va plus être capable de s'adapter et lui il va pas pouvoir prendre ses petites jambes pour migrer. Donc votre chêne il va mourir. Les écosystèmes, notamment marins, les coraux, type de choses, sont aujourd'hui à la limite de leur capacité d'adaptation. Ça veut dire qu'on a beaucoup de situations qui sont au bord du changement, notamment au niveau de la biodiversité. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a beaucoup de situations, comment dire, le futur va être assez inédit. On ne sait pas exactement comment va être le futur aujourd'hui. Et donc, pour revenir aux entreprises, un futur qui est inédit et imprédictible, c'est un risque pour les entreprises. Et là, je vais repasser la main à Clara. Alors, est-ce que tu peux reprendre directement la main? Sinon, paf, je fais un spoiler, je mets ton slide d'après. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Merci David. Donc, pour les entreprises, on va vous prendre l'exemple de PG&E. PG&E, c'était une compagnie qui produisait et qui distribuait entière de l'électricité en Californie. C'était un peu l'équivalent de EDF et RTE réunis en France. Elle avait un chiffre d'affaires assez confortable de 13 milliards et demi en 2018, un marché dont l'électricité, dont la demande était très stable et des clients captifs. Pendant vos cours d'économie, si vous en avez eu, on peut dire qu'en bourse, c'était typiquement un placement de bon père de famille, un rendement correct qui monte tranquillement et peu risqué. Mais cette entreprise, elle avait un talon d'Achille, c'était son réseau de distribution qui était très mal entretenu. Ça faisait des petites étincelles qui partaient, qui pouvaient provoquer des départs d'incendie. Dans le climat d'avant, c'était pas trop grave, ça faisait des départs de feu qui étaient maîtrisés et tout pouvait continuer tranquillement pour PG&E. Or, année après année, les étés sont devenus de plus en plus chauds et de plus en plus secs en Californie avec le changement climatique. L'intensité des sécheresses et des canicules ont augmenté de façon drastique jusqu'au jour où, pouf, comme disait David, on a passé un effet de seuil. Et là, les petits départs de feu qui avaient été maîtrisés ont fait des véritables incendies énormes, des brasiers qui sont totalement incontrôlables et qui ont enflammé tout le nord de la Californie. Je ne sais pas si vous avez vu en 2017, il y a des photos et des vidéos qui ont fait le tour du monde qui montraient que la Californie était littéralement en feu.
2018, rebelote, canicule et sécheresse ont frappé également le pays. Les écosystèmes forestiers qui avaient déjà été fragilisés lors des précédents étés ont souffert durement. Et malheureusement, les incendies n'ont pas brûlé que des arbres. Ils sont aussi passés sur des zones habitées, et notamment dans la ville de Paradise, qui avait 30 000 habitants, et ils ont tué 88 personnes. Alors pourquoi on vous parle de ça? Parce que les étincelles ont été attribuées au réseau de PG&E qui a été attaqué en justice, et les dégâts se sont fait évaluer à des milliards de dollars. La sanction financière, comme vous le voyez sur le graphe, ne s'est pas fait attendre. En suivant les étés 2017 et 2018, l'action de l'entreprise a littéralement dévissé, et PG&E a dû être placé sous le régime de la faillite pendant 2 ans. Alors, l'action PG&E, qui devait pendant longtemps faire office de placement de bon père de famille, a perdu en un an quasiment toute sa valeur. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'en fait, avec ce passement des effets de seuil, il y a une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des entreprises. Aucune n'est à l'abri de ce type de changement brutal qui peut affecter leur business model, voilà, leur fonctionnement, et finalement remettre en cause leur pérennité. Du fait de ces changements, on voit apparaître des revendications de lutte contre le changement climatique un petit peu partout dans le monde, y compris dans les pays développés. Alors, c'est ce qui m'amène à parler d'un exemple de politique climatique, parce que, au fait, à quoi ça ressemble une société qui respecte les ambitions de l'accord de Paris, c'est-à-dire émettre à horizon 2050 des gaz à effet de serre de manière à rester bien en dessous du seuil des 2%. Alors, si on reprend l'exemple de nos pays, de nos émissions moyennes par Européen tout à l'heure, alors tout d'abord, quand on voit ce graphe, pour respecter les accords de Paris, ça voudrait dire qu'il faut s'attaquer à tous ces postes de front, les faire baisser massivement et commencer à le faire immédiatement. Le fait que la baisse doive commencer aujourd'hui, ça veut dire exit la solution entendue trop souvent, qui consiste en fait à ne rien faire en attendant que de nouvelles technologies viennent nous sauver en stockant le carbone ou en s'en débarrassant d'une manière magique. Peut-être qu'il y a des développements technologiques en cours, mais l'urgence climatique est telle, l'ambition est telle qu'on ne peut plus se permettre d'attendre, il faut vraiment commencer les solutions maintenant. Donc, dans cette optique pragmatique, le Shift Project a élaboré des propositions pour diminuer l'empreinte carbone. Ce sont des propositions qui ont été faites dans une philosophie de sobriété, mais aussi de sauvegarde de certains aspects qui nous paraissent les plus précieux de notre mode de vie, liés à l'éducation, à la santé, au temps libre, etc. Parce que si le projet, c'est de passer 24 heures sur 24 à ramasser des pommes de terre dans les champs et à mourir de vieillesse à 33 ans, c'est pas sûr qu'on arrive à soulever un grand vent d'enthousiasme fédérateur dont on aura besoin pour faire cette transition. Donc le Shift a fait 9 propositions, et on observe qu'avec les moyens et les connaissances actuelles, il y a de vraies marges de manœuvre. Alors, par exemple, si on prend le cas de l'industrie, ou de la production d'électricité, il faudrait fermer les centrales à charbon et les remplacer par des mixtes décarbonés. Si on prend le cas des transports de longue distance, il s'agirait par exemple de relier toutes les grandes villes d'Europe de manière à vraiment remplacer la part modèle de la voiture. Si on prend des mobilités courte distance, là, il faut mettre le plus possible des investissements de manière à développer les modes de transport doux, c'est-à-dire la trottinette, le vélo, mais aussi la marche à pied et bien sûr les transports en commun. Sur les trajets où la voiture a du mal à être remplacée, c'est-à-dire par exemple aller de la périphérie des métropoles au travail quotidien en métropole, là, parfois, il n'y a pas les relais de transport en commun qui existent. Alors là, il faut vraiment travailler sur la voiture, d'une part, alors réduire la taille de la voiture, faire des voitures qui consomment peu, donc généraliser le 2 litres au 100, faire des voitures légères et aérodynamiques, et toucher à la réglementation, par exemple, en limitant les vitesses, parce que c'est un gros levier de réduction des émissions.
ou revoir la façon de conduire en augmentant le covoiturage, etc. Concernant les bâtiments, il y a une grosse marge de manœuvre avec l'isolation thermique et le fait de décarboner les sources de chauffage, limiter l'usage du gaz et du fioul pour promouvoir des pompes à chaleur et d'autres sources peu émissives. Enfin, pour l'industrie, il s'agit d'optimiser les process industriels qui peuvent l'être pour être moins gourmands en énergie, tout simplement, et d'ériger la solidité et la durabilité des produits en règle plutôt que d'autoriser l'obsolescence programmée, comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui est un véritable scandale. Voilà. Donc, on voit qu'avec toutes ces mesures-là, qui sont possibles à mettre en œuvre, on peut diminuer de 2/3 les émissions sur le sol européen. Ce que ça veut dire, ça, c'est que il y a des solutions dans la mesure des technologies et des possibilités actuelles, mais leur mise en place ne dépend que de notre volonté, de notre ferme volonté politique, de mettre ça en œuvre et d'envoyer des signaux forts aux politiques et aux entreprises. Mais en tout cas, c'est possible, sans que ce soit un monde de décroissance totale ou de... Enfin, je veux dire, sobriété n'est pas équivalent à décroissance drastique, et voilà, sans parler des Amish dont parlait le président. Alors, on aurait peut-être tendance à penser qu'il y aurait trop d'obstacles, trop de freins, trop de résistance pour qu'un tel changement advienne, mais est-ce que c'est si sûr que ça? Alors, il faut savoir qu'il y a des seuils aussi pour la société. Donc, c'est une peur qui est fondée au vu du passif sur le sujet, parce que pendant 150 ans, les émissions de gaz à effet de serre n'ont fait qu'augmenter, et depuis 150 ans, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une priorité absolue dans l'agenda politique. On a fait des petites mesures, des demi-mesures, mais du coup, on a de bonnes raisons de penser que les blocages vont persister. Mais il faut se rappeler que, en fait, ça, c'était le cas dans un monde où on n'avait pas vraiment les effets de seuil. Les effets de seuil n'étaient pas vraiment visibles. Or, ce qu'on observe actuellement, c'est que le sujet a pris une importance de plus en plus grande dans toutes les sociétés, un petit peu partout dans le monde. En 2014, il faut savoir que seulement 3 pays s'étaient engagés dans la neutralité carbone: le Bhoutan, le Costa Rica et l'Éthiopie. Or, on ne peut pas dire que ce soit des poids lourds de la diplomatie internationale. Mais depuis 2014, il y a eu 69 pays qui se sont engagés, et pas des moindres. Il y a eu toute l'Union européenne, à l'exception de la Pologne, le Royaume-Uni, il y a eu la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, les États de Californie et de New York, plus récemment le Japon, la Corée du Sud et la Chine à horizon 2060. Et vous avez vu que quand Biden a été élu, une semaine plus tard, il ratifiait un décret qui annonçait leur retour dans l'accord de Paris. Donc, ce sont des signaux assez forts. Ça veut dire que l'inaction climatique, elle avait lieu donc dans un monde où les effets du changement climatique n'étaient pas vraiment perceptibles, mais aujourd'hui que ces effets se font vraiment ressentir, ça a modifié la place et l'importance du changement climatique dans l'ordre des priorités du monde. Et on peut parler d'effet de seuil, d'effet de seuil dans la société. Donc, on sait que dans les 10 à 20 prochaines années, les effets de seuil vont avoir de plus en plus lieu. Donc, on peut espérer que cette prise en main par la société civile ne fasse qu'augmenter, et que les sociétés humaines vont vraiment réagir face à ces bouleversements. En tout cas, on est face à une incertitude radicale de savoir si on va foncer dans le mur comme la petite voiture jaune, ou si on va réussir à amorcer un atterrissage en douceur. On est face à une grande incertitude, et ni les entreprises ni nous ne savent ce qui va se passer. Pour parler de ces deux perspectives, on peut scinder cette grande incertitude en deux scénarios qui sont opposés. Le scénario business as usual dont parlait David tout à l'heure, où en gros la société n'arrive pas à se réformer, on laisse continuer la pente actuelle de l'économie et de la consommation telle qu'elle est, et on arrive à +4 à +6 degrés de réchauffement climatique d'ici 2100. Et là, il y aura d'énormes pressions physiques, des pressions climatiques sur la société, enfin, sur les entreprises.
Dans le cas inverse, si l'ensemble des sociétés arrivent à faire front face à l'exigence des réformes pour lutter contre le changement climatique et à atteindre cet objectif de rester très nettement en deçà de plus de degrés à horizon 2100, ça veut dire qu'on est sur la courbe bleue et là, ça veut dire qu'on est dans un cadre où il y aura de très, très fortes pressions de la part de la société. Quel que soit le futur que l'on va choisir, les entreprises, elles vont devoir composer avec ces 2 types de pressions, les pressions physiques et les pressions sociales. Toute la question est de savoir où la société humaine va mettre son curseur, tout ce qu'on sait, c'est que chaque degré supplémentaire va compter. Alors, si on reprend notre graphique de tout à l'heure, on voit que le changement climatique, il est en train de redistribuer les cartes du grand jeu socio-économique. Et que pour l'instant, il n'y a pas de contraintes légales et réglementaires pour l'impératif climatique, et que les entreprises, pour l'instant, elles sont plus ou moins bien dépatouillées pour éviter les conséquences trop négatives sur leur business. Mais on peut imaginer qu'avec l'intensification du changement climatique et le passage de certains effets de seuil, les autorités publiques vont arbitrer de plus en plus en faveur de l'impératif climatique. Par exemple, en mettant de nouvelles taxes comme la taxe carbone qui dort dans les tiroirs des ministères depuis longtemps, le malus au poids ou la puissance des autos, etc., etc. Donc, si vous êtes un constructeur de grosses voitures très émissives, la question est de savoir à partir de quelle température les États vont se mettre à mener des politiques qui s'attaquent à vos produits, au type de véhicule que vous produisez, à partir d'1,25, de 1,5. On ne sait pas. À quelle température les investisseurs vont se dire que votre business est trop risqué? Ça va rendre des coûts de financement plus élevés, ça va être de plus en plus difficile de se financer. La taxe carbone va rendre, elle aussi, les prix plus élevés et détourner certains consommateurs des produits sur lesquels elle est imposée. C'est l'exemple aussi des stations de ski qui, en moyenne montagne, commencent à fermer. À partir de quelle température vont-elles tourner à perte? Il y a plein d'exemples comme ça où le changement climatique a une incidence très, très, très claire et immédiate. On sait que tout ça va arriver, que ces risques existent et sont de plus en plus probables, et ce ne sont pas des risques négligeables pour une entreprise. Or, les entreprises, elles n'aiment pas le changement et l'imprévisible. Elles préfèrent toujours un environnement stable et prévisible pour pouvoir évoluer. Et c'est de ça dont va vous parler David. Super. Eh ben, merci Clara. Donc, là, on va faire de l'économie un petit peu, mais vraiment avec les mains. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système économique qui est libéral, compétitif et surtout en perpétuelle évolution. Alors, là, je vais vous faire vraiment quelque chose de très schématique, hein, mais disons que, et pour ça, je vais prendre l'exemple de Kodak. Kodak, c'est une entreprise qui est bien connue, qui a plus d'un siècle, qui est une entreprise qui était spécialisée dans la fabrication d'appareils photo et de pellicules argentiques. Et pour la petite histoire, Kodak a inventé le numérique en 1975. Sauf que Kodak n'a pas cru au numérique. Or, il y en a d'autres qui y ont cru, ce qui fait qu'il y a eu un réarrangement du marché, l'argentique a un peu périclité, le numérique s'est développé. Aujourd'hui, on a tous des appareils photo numériques quasiment. Il y a très peu de personnes qui ont de l'argentique, si bien que Kodak a fait faillite en 2012. C'est vraiment très basique, mais au travers de cet exemple, ce qu'on veut montrer, c'est que les entreprises qui ne sont pas capables de s'adapter et de lire leur environnement, quand je parle d'environnement, là, je parle de l'environnement économique et politique, eh bien, ces entreprises sont des entreprises qui vont avoir tendance à péricliter. À l'inverse, des entreprises qui vont être flexibles et réactives, qui savent lire leur environnement, les signaux politiques, géopolitiques, sont des entreprises qui vont avoir tendance à grossir et à se développer et à prendre des parts de marché. Aujourd'hui, on a une modification majeure de l'environnement économique. C'est le changement climatique, vous l'avez compris. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui illusoire de penser qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, ne sera pas impactée par ce changement climatique qui est, on l'a déjà dit, qui est vraiment majeur, qui est mondial et qui va impacter l'ensemble des pans de nos sociétés. Donc, il est dangereux pour une entreprise de ne pas se préparer à ce changement climatique. Et se préparer à ce changement climatique, c'est globalement sécuriser le futur de l'entreprise, c'est se prémunir, disons, des faillites
Et ça passe par ce qu'on appelle une stratégie climat. Une stratégie climat, ça se décline en 2 axes. Un axe d'atténuation, qui est le premier auquel on pense, qui est la diminution des émissions de gaz à effet de serre pour limiter la modification du changement climatique, enfin pour limiter le changement climatique, donc l'environnement de l'entreprise. La- le deuxième axe, c'est un volet qu'on appelle d'adaptation, qui est un peu moins connu, mais qui est très important, qui va consister là à essayer de lire les changements physiques et politiques de la modification climatique, et donc de se prémunir des risques identifiés. Globalement, vous entendrez pas mal parler de ce mot-là dans les années à venir, ça veut dire faire preuve de résilience. C'est être capable de s'adapter plutôt au changement climatique. On peut souhaiter ou pas modifier l'économie, mais aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. On a une économie qui est libérale et capitaliste, donc les entreprises ne vont pas diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre par philanthropie, mais bien par intérêt économique pour garantir leur survie. Et donc pour ça, on va prendre un exemple très concret, on va prendre celui de L'Oréal. Alors L'Oréal, ça peut paraître un peu bizarre de parler de cette entreprise dans une conférence de bénévoles sur le climat, c'est une multinationale qui est cotée au CAC 40, voilà, qui est probablement critiquable sur des domaines environnementaux, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des stratégies climat et des stratégies de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Or, il se trouve que L'Oréal est justement une des premières multinationales du CAC 40 qui a, déployé une stratégie climat et un programme de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de L'Oréal, le but, c'est aussi de montrer que c'est possible pour toutes les entreprises, y compris celles qui sont cotées en bourse, y compris les multinationales. C'est de montrer que c'est possible de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, la première question, alors je vois pas le chat, donc c'est un peu dommage. Normalement, je vous demande ça, mais globalement, c'est quel est selon vous ce que va essayer de préserver en priorité L'Oréal? Alors, vu que je vois pas le chat, je vais pas attendre les réponses, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que L'Oréal, c'est une entreprise du luxe. Ce qui est essentiel pour elle, c'est, son image. L'Oréal, c'est parce que vous le valez bien, c'est 23 milliards de chiffre d'affaires sur parce que vous le valez bien. Donc c'est un enjeu financier énorme et aujourd'hui, alors qu'on est dans une époque où les entreprises du bio, enfin, pardon, les entreprises du luxe et du soin, parlent de bien-être, de bio, d'environnement, tout ça, eh bien, imaginez si, il y avait un paquebot qui transportait, des shampoings L'Oréal comment dire? Qui, se crachait, en face de la Martinique et qui tuait tous les récifs de coraux, ça ferait vraiment tâche pour L'Oréal. Bah, c'est un peu pareil au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Si L'Oréal, c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, ça fait un peu tâche. Et bah, voilà, L'Oréal, ils font ça pour préserver leur image. Le bien-être, l'environnement, c'est très important pour les entreprises du luxe. Donc, tout ça pour dire qu'en 2013, L'Oréal s'est engagé à réduire de 60 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 sur les postes usines et centrales de distribution. Donc, je reviendrai un peu là-dessus parce que c'est vraiment important. Alors, comment ils s'y sont pris? Pour ça, on va prendre l'exemple d'une usine qui est l'usine de Settimo en Italie et on va regarder un peu comment ça marche une usine. Alors, vraiment rapidement également, hein, l'idée, c'est qu'on a un process industriel qui n'était pas forcément optimisé, une électricité qui était très carbonée. En Italie, c'est principalement du pétrole et du gaz. Des matières premières qui viennent de l'extérieur, bien sûr, de l'eau qui est utilisée, un certain nombre de déchets et voilà. L'idée, ce qui est vraiment important, je pense le point essentiel de cette slide, c'est qu'une stratégie climat, c'est global. Ça va impacter l'ensemble de ces postes. Donc pour réussir leur stratégie climat, L'Oréal, ils se sont attaqués à tous les postes. Ils ont d'abord commencé par optimiser leur process, ce qui a permis de diminuer de 36 les besoins. Ils ont utilisé 66 d'énergie renouvelable. Ici, c'était des panneaux solaires et des déchets forestiers pour l'électricité. Également, une partie du chauffage est issue de traitement des déchets de l'usine de Turin. Ensuite, ils ont internalisé, ça c'est important, une partie de leur production d'emballage. Ça permet moins de transport, ça permet moins de déchets en aval parce qu'on produit au plus proche des besoins. Et enfin, quelque chose qui est aussi important en Italie, ils ont autonomisé le cycle de l'eau. Donc, ils ont fait un cycle de l'eau en cycle fermé. Et ça, c'est intéressant parce qu'on agit à la fois sur le volet limitation du réchauffement climatique, en limitant la consommation d'eau, d'eau chauffée, tout ça, mais également sur le volet résilience et adaptation, parce qu'on sait que dans le bassin méditerranéen, on va avoir une baisse des précipitations.
Tout ça pour dire qu'en 2018, L'Oréal a atteint ses objectifs et même dépassé ses objectifs en diminuant de 77% ses émissions de gaz à effet de serre sur le poste usine et centrales de distribution, malgré une augmentation de 38% de sa production. Alors attention, on ne dit pas du tout que L'Oréal, c'est tout rose, et on verra d'ailleurs plus tard les limites de ce plan, mais on cherche plutôt à montrer ce que c'est une stratégie climat, que c'est possible pour beaucoup d'entreprises et comment ça se met en place. Quelque chose d'important aussi, d'intéressant en tout cas, c'est que L'Oréal n'est pas du tout isolé. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui annoncent des stratégies climat et des plans ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour se garantir de la sincérité des entreprises, on a besoin d'une autorité indépendante. En 2014, on a une initiative qui s'appelle Science Based Target, qui se veut un peu l'arbitre sur ces sujets-là et qui cherche à vérifier que les entreprises déposent des plans climat qui sont en accord avec, qui sont en phase avec l'accord de Paris. C'est une initiative qui est labellisée par l'ONU, donc ça lui donne quand même un certain poids. Et surtout, c'est une initiative qui vraiment est en train de monter en puissance très fortement. Aujourd'hui, on n'a plus, alors je dis aujourd'hui, mais en fait c'était fin 2020, on avait 1000 entreprises qui avaient soumis un plan à Science Based Target. Science Based Target vérifie que ces plans sont en accord avec l'accord de climat, avec l'accord du climat, avec l'accord de Paris. Et fin 2020, il y avait 480 plans qui avaient été validés, qui disaient oui, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre est cohérente avec l'accord de climat, avec l'accord de Paris sur le climat. Pardon. Quelque chose qui est très important, c'est la taille de ces entreprises. Si vous avez un artisan à côté de chez vous avec 3 employés qui soumet un plan à Science Based Target, c'est super bien, c'est vraiment génial. Cela dit, l'impact de l'artisan à côté de chez vous qui a 3 employés va être assez limité. Là, si on prend les 1000 entreprises qui ont soumis un plan à Science Based Target, on a un chiffre d'affaires cumulé de 15 000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de la Chine, c'est 7 fois plus que le PIB de la France. Donc c'est vraiment gigantesque, c'est très important. C'est un levier très fort pour le climat. Et ce que ça veut dire également, c'est que le passé ne présage pas du tout du futur. C'est pas parce qu'en 2014, il y avait 0 entreprise qui s'intéressait au climat, je caricature, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'en 2021, les entreprises ne s'y intéressent pas. Aujourd'hui, les entreprises comprennent que c'est un enjeu pour plein de raisons, mais elles le comprennent. Et elles sont en train de se mobiliser en ce sens. Alors, il ne faut pas non plus être naïf sur ce que ça implique, une baisse massive des réductions de gaz à effet de serre. Et pour ça, on va revenir à L'Oréal et on va regarder un peu les limites de ce qu'ils ont dit la dernière fois. En 2020 à peu près, je crois, 2000, disons 2020, L'Oréal s'est engagé à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de 25%, et là sur l'ensemble des postes de dépenses de l'entreprise. Et donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va voir que c'est beaucoup plus important que tout à l'heure. Pour comprendre ça, il faut regarder les différents postes de dépenses. Pour une entreprise, on va avoir 3 grands postes, 3 grands scopes, souvent on les appelle comme ça, mais là, ils ne sont pas répartis tout à fait pareil, donc je ne vais pas les nommer comme ça. Globalement, on va avoir le poste de dépenses directes de l'entreprise qui correspond à sa production, à son chauffage, à ses dépenses de ses employés, tout ça. Pour avoir des matériaux, on a besoin de les extraire et de les acheminer, ça correspond aux activités amont. Et ensuite, c'est les produits, on va avoir besoin de les transporter jusqu'au supermarché à côté de chez vous. On va avoir besoin de les utiliser. C'est très important pour le réel parce que votre shampoing, vous utilisez de l'eau chaude pour faire votre shampoing. Donc, c'est un poste très important. Et ensuite, on va avoir besoin de traitement aval, donc par exemple le traitement des eaux pour L'Oréal. L'Oréal a communiqué de manière extrêmement transparente sur ces différents postes de dépenses. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ils sont à 89 kilotonnes de CO2 sur les activités directes de l'entreprise. Avant leur plan dont je vous ai parlé précédemment, ils étaient aux alentours de 300 kilotonnes. Donc, ils ont bien réduit de 77%, c'est très bien. Cela dit, quand on regarde les autres postes de dépenses, notamment les activités amont et principalement aval, on a une part des activités aval et amont qui sont beaucoup plus importantes que les activités directes de l'entreprise. Ça, typiquement, ça correspond à l'eau chaude que vous utilisez pour faire votre shampoing. Ce que ça veut dire également, c'est que lorsque L'Oréal communiquait sur une baisse de 60% de ses émissions de gaz à effet de serre, mais une hausse de 38% de son activité, en réalité, on n'a pas vraiment une baisse des émissions de gaz à effet de serre parce que
les activités amont et aval, elles, vont augmenter. Donc, c'est vraiment important de prendre l'ensemble du scope de l'entreprise. Et ici, c'est ce que fait L'Oréal et ils annoncent bien une diminution de 25% sur l'ensemble du scope et ça correspond à 10 fois plus que leur réduction précédente. Ce que ça veut dire également, c'est que, comme je disais, on rentre dans le vif du sujet. Au début, on peut mettre 3 panneaux solaires sur le toit de l'usine et avoir un cycle de l'eau un petit peu optimisé. Au bout d'un moment, ce genre de choses, c'est plus possible. Donc, on va être obligé de rentrer dans des choses concrètes, également difficiles. Et donc, si vous travaillez chez L'Oréal, vous serez impacté par ces réductions. La question n'est pas de savoir si c'est le cas, mais plutôt quand et dans quelle mesure. Les conséquences resteront importantes et en plus, à partir de 2030, L'Oréal va devoir diminuer à nouveau de 25% s'ils veulent être à nouveau toujours en accord avec les accords de Paris. Donc c'est vraiment une réduction extrêmement importante qui vont impacter tous les postes de dépenses de l'entreprise, la R&D, la production, le marketing, les ventes, tout le monde va être impliqué dans cette réduction. Et ça va beaucoup plus loin qu'une simple réorganisation de l'entreprise et pour ça, je vais laisser la main à Clara. OK, merci. Hop, alors, donc moi, je vais vous parler, des retours donc sur la stratégie des entreprises et de la question de se poser: est-ce que tout concilier, c'est possible? Parce que les entreprises, elles se sont construites autour d'un cœur de métier, dans le monde d'avant et avec pour but de vendre au maximum et de croître sans cesse. Aujourd'hui, on commence à leur rajouter une composante de plus dans l'équation, c'est de respecter le climat. Pour y arriver, de plus en plus d'entreprises nous disent qu'elles élaborent des stratégies climat et qu'elles réorientent leur stratégie d'entreprise pour avoir une activité qui soit compatible avec le climat. Le problème, c'est qu'en fait, le cadre n'a pas changé. Dans le futur, est-ce que ça va être possible de continuer à concilier toutes ces contraintes en continuant telles quelles pour les entreprises? Ça, c'est la grande question. Alors, quand vous installez des matériaux d'isolation de bâtiments, vous pouvez croître tranquillement en respectant l'accord de Paris. Quand vous proposez des services de réparation de biens de consommation, pas de problème non plus. Si vous faites rouler des trains ou vous construisez des vélos, votre cœur de métier, il n'est pas incompatible intrinsèquement avec le fait de respecter l'accord de Paris. En revanche, ça risque d'être beaucoup plus compliqué si, vous vous appelez Total et que votre cœur de métier, il est centré autour de l'extraction de pétrole. Si, vous êtes H&M et que votre cœur de métier, c'est de vendre de grandes quantités d'habits pas chers et qu'on remplace facilement. Si vous êtes un transporteur aérien et qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, de plan B très crédible pour rendre soutenable vos niveaux de consommation de vol sans décroître et qu'en plus le marché est en pleine croissance. Pour le moment, ces problématiques n'ont pas obtenu de réponse claire de la part des sociétés et résultat, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont prises en étau et soyons francs, pour beaucoup d'entre elles, elles se retrouvent dans une impasse. Celles qui peuvent influer sur leur environnement vont repousser au maximum le moment où ces questions vont être amenées sur le tapis et en attendant, les entreprises font de la communication mensongère et du greenwashing. Donc c'est le sujet qu'on va aborder maintenant. Alors, ce qui est embêtant, à l'heure actuelle, c'est qu'on a un matraquage de communication environnementale de la part des entreprises et que le greenwashing est omniprésent. Mais malheureusement, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il commence à y avoir des entreprises qui agissent réellement dans le sens de l'accord de Paris. C'est donc difficile de séparer le bon grain de l'ivraie et de s'y retrouver. Si vous, en tant que futur salarié, la problématique environnementale est un critère important dans le choix de votre future entreprise, il va falloir que vous arriviez à faire ce tri-là et que vous arriviez à naviguer dans toutes ces communications et donc à identifier ce que c'est que le greenwashing. Nous, on voudrait, dans cette présentation, vous montrer comment on peut faire en vous donnant, en vous permettant d'analyser des solutions proposées dans la communication, d'entreprise et de façon assez simple à l'aune de 3 critères de jugement. Alors, pour ça, je vous montre, cette courbe-là, la courbe rouge. Ça, c'est la trajectoire d'émissions mondiales de CO2 qui est compatible avec l'accord de Paris. Quand on voit cette courbe, on se rend compte que toute solution proposée pour pouvoir être considérée comme réellement efficace doit répondre à 3 critères. Elle doit proposer une baisse immédiate, une baisse conséquente et un modèle globalisable. On a mis mondial, mais l'idée, c'est que la solution, elle puisse être proposée dans un modèle qui soit applicable à l'ensemble du secteur.
Si ce n'est pas le cas, s'il y a une de ces 3 mesures qui manque, on n'est pas dans une politique qui est vraiment en cohérence avec l'accord de Paris. On va donc analyser quelques communications d'entreprise à l'aune de ces critères. Alors, la première campagne de communication, elle est très récente, elle vient d'Air France. Donc Air France est une entreprise qui se trouve dans une impasse puisque, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore envoyer les énormes machines que sont les avions dans le ciel, les faire voler à 800 km/h à des milliers de kilomètres de haut, sans brûler des tonnes et des tonnes de kérosène. Or, Air France a annoncé une diminution de 50% de leurs émissions par passager par kilomètre entre 2005 et 2030. Ça veut dire qu'un passager qui fera un kilomètre chez Air France en 2030 va émettre la moitié moins de CO2 qu'en 2005. C'est un progrès indéniable qu'il faut saluer, et au vu de ce chiffre, on peut penser qu'on est bien en train de mener une politique de baisse des émissions qui est efficace et qui est cohérente avec l'accord de Paris. Mais en fait, à y regarder de plus près, il y a un hic. Le trafic aérien, il croissait à toute vitesse au moment de l'annonce. Si vous regardez cette courbe, ce graphique, il représente l'évolution du nombre de passagers par kilomètre passé et futur. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre 2007 et 2032, on a une augmentation par 3 qui est attendue du nombre de passagers. Donc si on globalise la solution d'Air France à l'ensemble du trafic aérien, qui était notre 3e critère de juge de paix, on se rend compte qu'on n'a plus une diminution par 50% d'émissions d'équivalent carbone d'ici 2030 par passager par kilomètre, mais que, vu qu'on passe à 5 trillions de passagers par kilomètre à 15, on multiplie les chiffres par 3, et on a donc une augmentation de plus 50% d'émissions d'équivalent carbone d'ici 2030 du secteur aéronautique entier par rapport à 2005. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte en fait, il faut toujours... donc déjà, on voit bien que la solution proposée n'est pas adaptée aux exigences de l'accord de Paris. C'est au mieux un effet d'annonce, au pire une publicité mensongère. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les valeurs relatives sont très souvent utilisées par les entreprises qui veulent masquer la hausse des émissions dues à la croissance attendue de leur business. Ce sont toujours les valeurs absolues de baisse des émissions de l'entreprise qui sont des chiffres valables. Parce que, évidemment, le climat n'a rien à faire des valeurs relatives. Ce qui l'intéresse, c'est la valeur absolue de la quantité de CO2 qu'on va émettre dans l'atmosphère. On va prendre une autre communication d'entreprise qui, cette fois, émane de DPD, qui est une grosse entreprise du secteur de livraison de colis. Elle possède Exapac, Chronopost. Elle fait 7 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Et la livraison de colis, ça nécessite des camions, des avions. Bref, c'est très émissif en CO2. Et en plus, le secteur est en pleine croissance. Or, DPD a récemment communiqué être devenu neutre en carbone grâce au programme Total Zero. La neutralité carbone, ça consiste à enlever de l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que l'entreprise en émet par son activité. Le but, c'est que l'impact sur l'atmosphère, il soit nul. Alors, comment DPD compte-t-elle s'y prendre? Il compte s'y prendre en faisant de la compensation de ses émissions. Ça apparaît un petit peu comme une solution miracle, la compensation. Et on pourrait croire qu'avec ce type de solution, on répond aux exigences de l'accord de Paris. Mais une fois de plus, ça se discute. La première manière qu'elle propose pour compenser, c'est de planter des arbres. Alors pourquoi c'est pas une solution si viable que ça? Le changement climatique, c'est un problème mondial. Et donc, comme on vous l'a dit, pour qu'une solution présentée soit viable, il faut qu'elle soit utilisable aussi par les autres pays de la Terre. Donc, si on globalise cette solution aux émissions de CO2 anthropiques, c'est-à-dire à 40 gigatonnes d'équivalent carbone par an, on sait qu'une forêt en croissance, ça stocke 8 tonnes de CO2 par hectare et par an, et ça jusqu'à la fin de sa croissance qui va durer environ 100 ans. Quelle quantité d'arbres il faut pour compenser les 40 gigatonnes d'émissions anthropiques? Eh bien, si vous faites le calcul, il faut 5 giga-hectares de forêt. Ça représente 5 fois la surface du Sahara à planter tous les 100 ans.
C'est donc pas franchement une solution très opérationnelle au niveau mondial. Donc la plantation d'arbres, c'est très discutable. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles c'est discutable, mais on n'aura malheureusement pas le temps de les aborder maintenant. La deuxième manière que DPD a avancée, c'est de financer des projets de baisse des émissions. Alors ça consiste à demander à notre voisin, en fait, de baisser à notre place pour compenser ce qu'on a nous-mêmes émis de la part de l'entreprise. Or, à l'heure actuelle, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que tout le monde baisse. On n'a pas le temps d'attendre que le voisin le fasse à notre place. Donc, c'est pas à mon voisin de le faire, c'est à moi et mon voisin de baisser ses émissions. On n'est donc plus du tout dans les critères de baisse globale et immédiate de l'accord de Paris. Les entreprises utilisent souvent la solution des compensations quand, en fait, elles n'ont pas vraiment d'autre solution, mais comme la plantation d'arbres, il faut s'en méfier. Reste qu'une compensation qui est bien menée, qui est certifiée par des organismes sérieux, ça fonctionne effectivement. Néanmoins, la faiblesse de la solution, c'est qu'elle n'est pas généralisable. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Un dernier exemple avec ce qu'a fait L'Oréal. Comme le disait David tout à l'heure, L'Oréal vous a communiqué des chiffres impressionnants, mais qui ne portent que sur une toute petite partie de l'activité. Sans parler donc des émissions de l'ensemble de ces activités. Quand on les met en perspective sur l'ensemble des activités, on voit qu'on n'a pas une baisse si conséquente et qu'on n'est donc pas, encore une fois, en accord avec la nécessité d'une baisse massive. Tous ces exemples, ils montrent à quel point la communication environnementale des entreprises, c'est un domaine où le greenwashing et le mensonge sont omniprésents. Et qu'on trouve ça bien ou mal, c'est comme ça. On est dans un système comme ça, et l'entreprise doit défendre son intérêt particulier. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour le faire. Donc voilà, c'est objectivement la situation. Le but d'une communication, c'est pas d'être à 100% dans la vérité, mais c'est de vous influencer dans le but de défendre l'intérêt de l'entreprise. Et c'est comme ça que ça marche. Les promesses n'engageant que ceux qui les croient, c'est donc à vous de vous armer intellectuellement pour vous forger votre propre esprit critique de manière à pouvoir naviguer dans la réalité de ce monde. Et pour vous y aider, les 3 règles qui synthétisent ce qu'on vient de dire, ce sont celles-ci. L'action, pour qu'elle soit crédible, doit faire baisser les émissions dès demain. La baisse doit être sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise et donnée en valeur absolue. Et enfin, il faut se méfier des mots neutralité et compensation. Alors effectivement, la contrainte climatique, c'est une grosse épine dans le pied des entreprises, mais il ne faut pas voir que un côté du problème, qu'une seule facette de ce phénomène. David, je te repasse la parole. Hop, parfait. Donc je vais essayer d'aller vite parce que pour laisser un peu de temps pour les questions, je suis désolé, on est un peu en retard. Donc l'idée, déjà, c'est je vais reprendre mon petit diagramme de tout à l'heure et je pense qu'on peut partir d'un postulat, à peu près, quand on regarde l'économie aujourd'hui, c'est qu'on brûle du pétrole, du charbon et du gaz pour créer du PIB. C'est schématique mais assez vrai. Aujourd'hui, on a le changement climatique qui arrive, qui va perturber le marché, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc, bah, bien sûr, ça va avoir un effet destructeur sur un certain nombre d'entreprises et de pans de l'économie. Cela dit, ne voir que cet aspect destructeur, c'est oublier que lorsqu'on a des secteurs qui périclitent, on a souvent d'autres secteurs qui vont se développer. Faire une transition, c'est créer des nouveaux besoins, donc c'est créer des nouveaux marchés. Ici, on vous présente pas mal d'entreprises, alors quelques entreprises du moins qui sont plutôt start-up et PME qui ont profité de cette transition. En réalité, il y en a plein, je ne vais pas les citer du tout, je vais peut-être parler de Greenflex en 2 minutes, qui est une entreprise de conseil aux entreprises qui a fait 0 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 10 ans, donc c'est quand même une belle réussite. Ou encore Cyclab, parce que j'aime bien le vélo, qui profite de la mobilité douce, c'est 50 magasins d'ouverts en 15 ans. Tout ça pour dire, donc il y en a plein d'autres, Rockwool, tout ça, l'Increvable, Saft, voilà. L'idée, c'est de dire qu'il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui profitent, dans le sens positif, hein, de la transition environnementale. Bien sûr, des startups et des PME, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On va aussi avoir besoin de grands groupes
comme ceux qu'on montre ici, mais bien d'autres également. Des grands groupes spécialisés dans l'environnement, les déchets, donc c'est le cas par exemple de Veolia, qui vont être indispensables pour la gestion des eaux, la gestion des déchets. On a également besoin d'innovation technologique. C'est pour ça qu'on a montré Peugeot, parce que si on veut aller vers une voiture qui va à moins de 2 litres au 100 ou une voiture électrique, ben, on va avoir besoin de R&D dans ces grands groupes-là. Mais de manière générale, comme pour L'Oréal, l'ensemble des groupes vont devoir réaliser une transition environnementale. La tâche, elle est grande, ce qui fait que les entreprises, elles vont être indispensables pour la transition. Il ne faut pas croire que les citoyens ou les pouvoirs publics seuls vont pouvoir le faire. Il va falloir l'économie, il va falloir les entreprises. Un petit élément, là, je vais parler d'un élément principal, c'est donc de 2 choses peut-être. C'est d'abord, il ne faut pas croire qu'il y a des pans de l'économie qui ne sont pas décarbonables. Ici, on prend l'exemple de la Norvège. La Norvège, elle a plein de défauts sur plein de choses. C'est le premier exportateur de pétrole en Europe, hein. Cela dit, ils ont fait quelque chose qui est très intéressant au niveau du véhicule thermique, où ils ont montré qu'en une dizaine d'années, ils avaient enlevé 50%, voire plus, là, vous voyez, même 70% des véhicules thermiques au niveau de la Norvège. Alors, comment ils ont fait? Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, je vais mentionner une chose qui est intéressante parce que vous allez l'entendre. C'est, ils ont fait, on va dire, l'inverse du triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense qu'il faut le connaître parce que ça permet de voir les biais. Le triangle de l'inaction, c'est les citoyens qui vont dire: «Moi, je peux rien faire parce que de toute façon, les pouvoirs publics, ils font rien et les entreprises, elles me proposent que des produits qui sont pourris». De l'autre côté, les entreprises, ils disent: «Bah oui, mais moi, je vends aux citoyens ce qu'ils veulent acheter, donc je fais des produits pourris parce qu'ils veulent des produits pourris et puis de toute façon, les lois, elles sont trop compliquées, l'État, il a qu'à faire une législation qui est adaptée». Et de l'autre côté, l'État, il dit: «Ah ouais, mais moi, je fais ce que me disent mes électeurs. Les électeurs, ils veulent pas de législation, donc je le fais pas et puis de toute façon, les entreprises, ils font du lobby, donc moi, je peux rien faire». Le triangle de l'inaction, c'est ça. C'est, tout le monde se jette la balle et personne n'est responsable. Et la Norvège, ils ont fait un petit peu l'inverse. Alors, c'est pas non plus un exemple magique, mais globalement, tout le monde s'est mis autour de la table. Ils ont vu qu'il y avait un problème au niveau du véhicule thermique. L'État a fait un certain nombre de législations. Les citoyens, ils ont suivi, ils ont acheté des voitures. Ils ont acheté des voitures électriques, ils se sont séparés de leurs véhicules thermiques et les entreprises, elles ont aidé en suivant les législations, en faisant pas un lobbying trop féroce envers le véhicule thermique et en fournissant les véhicules, les bornes de stationnement, les bornes de recharge, ce genre de choses. Tout ça pour dire que globalement, quand tout le monde se met autour de la table, en fait, c'est possible et ça peut se faire même de manière vite parce que là, vous voyez, c'est en une dizaine d'années. Et vous, notamment, en tant que consommateur, que citoyen, vous avez un poids sur ça. D'abord, alors par plein de manières. D'abord, par votre vote. C'est quelque chose qui est probablement très important. Il y a des élections les 20 et les 27 juin prochains. C'est pour les régionales et les départementales. Les régionales, c'est le chef de file des territoires au niveau climat. Donc, votez pour les régionales si vous voulez faire quelque chose au niveau du climat. C'est probablement la première chose. Ensuite, vous pouvez faire des actions collectives. Les marches pour le climat, ils ont eu un impact assez fort, finalement, sur la prise de conscience de la société dans son ensemble. On peut aussi faire des manifestations, des pétitions. En fait, ça marche, hein. C'est pas magique, mais ça marche. Enfin, par le tissu associatif. Le tissu associatif, c'est hyper important pour plein de choses, parce que c'est un contre-pouvoir qui peut être puissant pour faire pour faire émerger des alternatives. Pour faire de la régulation, contre, ou avec les entreprises ou les politiques, et également pour être force de proposition. Il ne faut pas croire que les politiques ou les entreprises sont, omniscients. Ils ne savent pas forcément un homme politique, un maire qui va être élu, dans une commune, et qui va vouloir mettre en place une politique du vélo, il n'est pas forcément expert, du vélo, il ne sait pas forcément comment il faut faire et il va s'appuyer sur les entreprises, mais aussi sur les associations pour pouvoir mettre en place ces politiques. Donc c'est vraiment très important et souvent les associations sont à la pointe en termes d'innovation. Et enfin, bien sûr, en tant que consommateur, vous avez un poids au travers de ce que vous achetez parce que ça envoie des signaux aux entreprises. Mais c'est pas tout et donc là, on revient aux entreprises. En tant que travailleur, vous avez un poids et donc vous participez au monde en tant que travailleur, donc vous allez pouvoir modifier votre environnement aussi, votre environnement là qui va être l'entreprise. Pour ça, une des premières choses, ça va être de s'engager dans des secteurs qui vont être moins carbonés ou des entreprises qui vont être moins carbonées. On vous donne un certain nombre d'outils, mais il y en a plein d'autres. Shift Your Job, ça a été fait par les shifters, donc on en parle. C'est un outil où on liste un certain nombre d'entreprises qui ont un impact positif pour le climat.
C'est pas magique, mais c'est une base de données qui est intéressante. Il y a pour un réveil écologique qui est vraiment intéressant, c'est, on va dire, des questions-réponses avec les entreprises où, va y avoir, comment dire? Ils vont évaluer la politique climatique d'une entreprise et l'entreprise va avoir un droit de réponse. Donc ça permet d'avoir aussi un autre point de vue qui est souvent intéressant. Et enfin, j'ai parlé de Science Based Target tout à l'heure. C'est vrai que c'est une chose, un outil intéressant si vous voulez aller travailler dans un grand groupe. Je vous invite à aller voir, la politique climatique des grands groupes. Enfin, dernière chose, c'est vous former. La formation, ça va être le nerf de la guerre. C'est probablement la chose la plus importante. Comprendre les enjeux, connaître la problématique, c'est essentiel, c'est indispensable pour évoluer à la fois dans l'entreprise, à la fois en tant que citoyen. Vous voyez, je pense, dans, les journaux tous les jours des sujets où vous ne savez pas trop comment vous positionner. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, quelqu'un qui dit l'inverse et bah, voilà, il faut se former. Il faut être conscient des problématiques. Il faut être conscient déjà que le climat, c'est un problème systémique, que c'est complexe, que, il faut être capable d'identifier les blocages et les leviers et le but, en tout cas au sein de l'entreprise, ça va être de transformer l'entreprise, de comprendre où sont les leviers au sein de cette entreprise et d'être force de proposition. Comme je le disais pour les politiques tout à l'heure, les dirigeants d'entreprise ne sont pas forcément omniscients. S'ils veulent mettre en place une politique environnementale, bah, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'ingénieurs, de salariés qui vont être compétents, qui vont pouvoir leur proposer des solutions, techniques ou non, pour aller dans ce sens-là. Hem, voilà, en conclusion, je pense que pour agir sur le sujet, il faut le comprendre et c'est vraiment pour moi un des volets les plus importants, aujourd'hui dans ce que vous pouvez faire en tant qu'étudiant. En conclusion, je pense qu'il faut parce qu'on a parlé de choses un peu dramatiques parfois, tout n'est pas du tout perdu. Il faut surtout pas se décourager, il y a énormément de changements à l'heure actuelle. On voit dans les 2, 3 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Il y a une prise de conscience de la société, des entreprises, des politiques au niveau du climat. Par contre, il ne faut pas non plus se mentir, ça va pas assez vite. Ça veut dire qu'il faut se saisir de ces opportunités, les amplifier et vraiment aller plus loin et nous sommes, vous comme nous, des porte-parole potentiels de ces sujets-là. Donc, formez-vous, renseignez-vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, je vais arrêter le partage. Alors, je suis désolé.